Tous les suiveurs connaissent Bodo Glimt. Pour les autres, c'est ce club posé tout au nord du cercle polaire. Capable aujourd'hui de faire dérailler les plans d'équipes pourtant largement favorites lorsqu'elles s'aventurent en terre viking. Mais si la Norvège ne se cache plus, il ne faut pas s'y tromper. À l'horizon de la Coupe du Monde 2026, elle sera un adversaire redoutable pour l'équipe de France. Voici l'histoire du football norvégien. Si le mot viking vous semble galvaudé, vous avez raison, car un viking n'est pas une personne. Vik signifie baie. À l'époque, vikinger désigne l'action d'aller de baie en baie ou de port en port. Pendant ce que l'on appelle l'âge viking, entre 800 et 1050, une partie de ces hommes prend la mer. Pas seulement pour piller, surtout pour commercer, explorer, s'installer. Les Vikings sont donc des Scandinaves, mais tous les Scandinaves ne sont pas des Vikings. Viking n'est pas une nationalité, c'est une activité, une culture de l'expédition. Cette transmission les mène jusqu'à l'Occident carolingien, jusqu'aux routes de l'Est, jusqu'à Byzance, et surtout leur excellence maritime les conduit très loin. Autour de l'an 1000, les Scandinaves atteignent l'Amérique du Nord, près de 5 siècles avant Christophe Colomb. À ce moment précis, la Norvège mène déjà 1-0 face à l'Italie. La Norvège n'a pas toujours été un pays libre. Pendant plus de 4 siècles, de 1380 à 1814, elle vit sous la même couronne que le Danemark. 2 peuples, un seul pouvoir. Puis l'histoire s'accélère brutalement. En 1814, la Norvège est échangée. Resté fidèle à Napoléon Bonaparte, le Danemark paie le prix de son alliance. Par le traité de Kiel signé le 14 janvier 1814, il est contraint de céder la Norvège à la Suède. Cette dernière cherche à compenser une blessure récente, la perte de la Finlande face à la Russie après la guerre russo-suédoise 6 ans plus tôt. La Norvège change donc de maître, sans avoir choisi, sans avoir été consultée. Depuis, le pays avance à sa manière. Aujourd'hui encore, la Norvège vit en dehors de l'Union européenne, mais elle reste étroitement liée au continent par l'espace économique européen. Une histoire faite de patience, de construction lente. Une histoire qui ne s'est pas arrêtée à la politique. En 1885, alors que la Norvège est encore unie à la Suède, naît le FC Kristiania, considéré comme le premier club de football du pays. 2 ans plus tard seulement, le club dispute son premier match contre Spring. Mais en Norvège, on n'aime pas vraiment le football. Jugé trop brutal, et surtout cet affreux mot anglais, football, l'anglicisme rend malade. Ici, on s'en méfie, encore aujourd'hui. En 1908, alors que la Norvège est indépendante depuis 3 ans à peine, c'est son voisin danois qui brille aux Jeux Olympiques de football. Le Danemark atteint la finale contre la Grande-Bretagne et décroche l'argent. La Norvège, non qualifiée, participe à l'édition suivante. Ironie de l'histoire, les Jeux de 1912 se jouent à Stockholm en Suède, pays auquel elle a été liée pendant 91 ans. La Norvège devait affronter la France, mais les Bleus perdent leurs 2 défenseurs centraux, Paul Romano et Alfred Grinda, qui refusent de jouer sans prime. Oui, déjà à l'époque, ça existait. Quant à Marcel Triboulet, lui purge 8 jours de prison pour avoir disputé un match international en tant que soldat. La France déclare forfait, la Norvège affronte le Danemark en quart de finale. Le Danemark balaye les Norvégiens 7-0. Après la Première Guerre mondiale, la Norvège participe aux Jeux Olympiques de 1920 en Belgique. Elle bat la Grande-Bretagne 3-1 en 8e de finale. Après leur victoire contre les British, les Norvégiens s'inclinent face à la Tchécoslovaquie 4-0. La Tchéquie est future finaliste, mais c'est bien la Belgique qui est championne à domicile. La Tchécoslovaquie est disqualifiée après avoir quitté le terrain à la 39e minute pour protester contre l'arbitrage. Comme quoi, Sadio Mané a bien fait de rappeler ses coéquipiers. Salut, c'est le Tom Foot du futur, tout simplement pour vous dire que pendant le montage de cette vidéo, la CAF a décidé de retirer le trophée remporté par le Sénégal et l'a attribué au Maroc. Ça change rien au contexte de la vidéo, mais c'était pour éviter une guerre nucléaire dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux pour plus d'informations. Il faut attendre 16 ans pour revoir la Norvège aux Jeux. En 1936, la presse se demande même à quoi bon participer aux Jeux de Berlin, tant cette équipe est jugée faible. Le sélectionneur s'appelle Asbjørn Halvorsen. Petit, trapu, une grosse tête, disent les journaux qui le comparent à Napoléon. À moitié moqueur, à moitié admiratif. Personne n'y croit vraiment. Et pourtant. Premier match, victoire 4-0. Les Norvégiens remercient les Turcs pour leur cadeau d'avant-match. Des paquets de cigarettes
Le tournoi ressemble encore à une anecdote. La Turquie tiendra sa revanche, on y reviendra. Puis vient l'Allemagne. Une agitation dans les tribunes, des regards, un murmure. C'est Adolf Hitler. Il arrive au stade, accompagné de Hermann Göring, Joseph Goebbels et Rudolf Hess. Le match a débuté depuis moins de 6 minutes. Le message est clair, les Allemands n'ont plus le choix, il faut gagner. La Norvège résiste et à la 6e minute, Magnar Isaksson marque. À la 84e, il récidive, 2-0. La Norvège n'avait jamais battu l'Allemagne. Hitler venait laver l'affront infligé par Jesse Owens. Ce sera le seul match de football auquel il assistera de sa vie. Dans son journal, Goebbels écrit « Le Führer est furieux. C'est presque insupportable pour moi. Je suis à bout de nerfs. » La Norvège affronte ensuite l'Italie fasciste de Benedetto Mussolini en demi-finale. Les Italiens sont champions du monde en titre. Les Norvégiens poussent l'Italie en prolongation, mais s'inclinent 2-1. Reste la médaille de bronze. Face à la Pologne, 105 000 spectateurs. La Pologne domine, mais la Norvège gagne 3-2. Ils s'appelleront l'équipe de bronze. Puis viennent les qualifications à la Coupe du Monde en France en 1938. Barrage contre l'Irlande, victoire 3-2 à l'aller, 3-3 au retour. La Norvège se qualifie. À cette époque, place aux huitièmes de finale sans passer par des phases de groupe. Les équipes sont tirées au sort. La Norvège affronte l'Italie à Marseille. Menée 1-0 dès la 2e minute, la Norvège se réveille et bouscule l'Italie tout le long du match. Arne Brustad égalise à la 83e, puis marque encore. Mais l'arbitre allemand siffle un hors-jeu incompréhensible. 22 000 Français acquis à la cause des Norvégiens n'en reviennent pas. L'Italie passe en prolongation et sera championne du monde. La Norvège, elle, sort sans trophée. Mais avec quelque chose de plus rare, la sensation d'avoir défié les puissants et parfois l'histoire elle-même. La Norvège met sur pied un championnat national à partir de la saison 1937-1938, le Norgesørien. Un modèle encore très territorial, presque archaïque. Le pays est découpé en districts. Chaque région dispute son mini-championnat avant que les vainqueurs ne s'affrontent lors d'un Championship Round, en aller-retour à élimination directe, pour désigner le champion national. On entend souvent cette phrase. Pendant près de 58 ans, il ne s'est rien passé dans le football norvégien. C'est faux. Ou plutôt, ce n'est pas exact. Oui, il y a eu une longue traversée du désert, mais réduire 6 décennies à un vide absolu, c'est effacer ces rares soirs où la Norvège a fait du bruit en Europe. Parfois pour le meilleur, plus souvent pour le pire. Il y a Lyn, en 1968-69, qui atteint les quarts de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe avant de tomber contre le FC Barcelone, futur finaliste. Il y a le Viking FK, en 1972-73, brutalement confronté à la réalité européenne avec une défaite 9-1 à Cologne. Et il y a Lillestrøm, capable d'un exploit sec contre l'Ajax à domicile 2-0, avant un retour à la réalité sans appel, 4-0, face à un Ajax qui ira jusqu'en quart de finale de Ligue des Champions. Un facteur structurel explique en grande partie ce retard, la professionnalisation tardive des championnats scandinaves. La Suède sort de l'amateurisme en 1967. Le Danemark en 1978. La Norvège, elle, attendra 1991. Un décalage immense aux conséquences durables. Pendant longtemps, des joueurs norvégiens engagés en Coupe d'Europe travaillaient encore à côté du football. À Lillestrøm, certains disputaient des matchs continentaux avant de retourner à leur emploi. Officieusement, clubs et joueurs s'entendaient sur des accords semi-professionnels. Il existait même des transferts entre entreprises. À cela s'ajoute une contrainte démographique. En 2004, la Norvège, le Danemark et la Suède réunis comptent à peine 20 millions d'habitants. Un vivier réduit, dispersé. Mais le vrai problème norvégien n'est pas seulement démographique, il est géographique. Le pays est immense, étiré sur des milliers de kilomètres. Les déplacements sont longs, coûteux, contraignants. Moins de supporters au stade signifie moins de recettes, donc moins d'investissements. Un cercle vicieux qui a longtemps freiné l'essor du football norvégien. À cette inertie s'ajoute une ligne politique rigide. Pendant des décennies, les joueurs qui partaient à l'étranger pour devenir professionnels étaient exclus de la sélection nationale. Même en rentrant au pays, la sanction demeurait. Quitter le modèle amateur, c'était renoncer au maillot. Et pourtant, très tôt, des figures dissidentes apparaissent. La première s'appelle Per Bredesen. Né en 1930, il a 6 ans lorsqu'il entend à la radio des exploits norvégiens aux Jeux Olympiques de Berlin.
le FK Horten le lance en équipe première. Le talent est évident, la trajectoire rapide. À 22 ans, il ose ce que peu osent alors. Quitter la Norvège. Il signe à la Lazio de Rome, devient professionnel et renonce de facto à l'équipe nationale. Avant son départ, il compte déjà 18 sélections. En 1957, il remporte le Scudetto avec l'AC Milan. Il devient le premier Norvégien champion d'Italie, le premier à s'imposer dans un grand championnat. Bredesen ouvre une brèche, il n'en profitera pas en sélection. Mais derrière lui, une génération comprend qu'un autre chemin existe, même au prix de l'exil. Dans son sillage arrive Roald Jensen. 17 ans, talent brut à Brann, double champion dès 1960. Lorsque le club est relégué en 1964, Jensen part en Écosse, à Hearts of Midlothian. 6 ans à s'aguerrir, puis un retour à Bergen. Un dernier titre en 1973, suivi d'une retraite à 30 ans. Mais Jensen ne quitte jamais vraiment le football. Lors d'un match des légendes organisé par le SK Brann en 1987, il s'effondre. Il décède crampon au pied à 44 ans. La Ligue lui dédiera le Kniksen Prisen, qui récompense les meilleurs joueurs norvégiens jusqu'en 2016. Brann lui érige une statue. Jensen n'a pas seulement été un pionnier, il a été un phare. L'IF Mjøndalen, Strømgodset, le FK Lyn ou encore Bodo Glimt. Dans les années 1970, les clubs norvégiens goûtent à l'Europe par la Coupe des vainqueurs de coupe. Le continent ne leur offre pas de romantisme, seulement des écarts de niveau criants, une accumulation de défaites spectaculaires, parfois humiliantes, qui laissent des traces durables. La Ligue des Champions, encore appelée Coupe des clubs champions, n'est guère plus indulgente. Les clubs norvégiens y vivent certaines des pages les plus sombres de leur histoire européenne. En 1970, une défaite cumulée 16-0 contre Leeds United. Un autre soir, un 8-1 infligé par les Polonais de Stal Rzeszów. Des scores qui dépassent le simple accident sportif et installent une réputation. Celle d'un football norvégien courageux mais terriblement en retard. Il faudra attendre le début des années 1990 pour voir les clubs norvégiens devenir plus crédibles sur la scène européenne, plus armés, plus réalistes aussi. Mais avant cette lente montée en gamme, la Norvège trouve paradoxalement son salut ailleurs. En 1984, le pays lance une nouvelle ligue, le championnat féminin. Et là où le football masculin peine à exister, les femmes norvégiennes vont en moins de 3 ans renverser la hiérarchie européenne. En 1987, la sélection féminine norvégienne devient championne d'Europe. Certes, le contexte invite à relativiser. Entre 1987 et 1997, le championnat d'Europe féminin réunit 4 équipes seulement. Mais ce détail ne doit pas masquer l'essentiel. Pour un pays en manque de repères footballistiques, ce titre constitue un point d'ancrage. La Norvège peut gagner. Pendant que les clubs masculins encaissent, que les chiffres s'accumulent contre eux, le football féminin ouvre un premier sentiment de légitimité. Et peut-être, sans le savoir encore, la première pierre d'une reconstruction plus large du football norvégien. La Norvège échoue aux portes de la Coupe du Monde 1990, dans un groupe à la qualification particulièrement relevée, composé de la Yougoslavie, de l'Écosse et de la France, dans cet ordre. Les Scandinaves devancent toutefois Chypre, qui ferme la marche du groupe 5. Un classement honorable mais insuffisant, la Norvège progresse sans encore franchir le seuil décisif. Lors des éliminatoires de l'Euro 1992, les signes d'évolution se confirment. La Norvège décroche une victoire de prestige face à l'Italie, un succès qui marque les esprits et témoigne d'un réel pas en avant. Mais là encore, cela ne suffit pas. La marche reste trop haute. Mais en 92, la Norvège observe et comprend. La Yougoslavie, grande nation du football européen, est disloquée par la guerre civile. Son exclusion de la phase finale de l'Euro ouvre une brèche inattendue. Deuxième du groupe 4, le Danemark est repêché à la dernière minute pour prendre sa place. Le destin de toute une nation bascule alors sur un coup de téléphone. Quelques semaines plus tard, le Danemark soulève le trophée européen. Un séisme. Un titre qui dépasse le simple cadre sportif. Les joueurs scandinaves deviennent soudainement bankable, exportables, crédibles.
Ils ne sont plus considérés comme des curiosités nordiques, mais comme des valeurs sûres capables de s'imposer dans les plus grands clubs européens. Cette victoire profite indirectement à la Norvège. Dans le sillage danois, le regard porté sur le football scandinave évolue. Avant que l'exil ne devienne presque banal, il faut pourtant s'arrêter sur une trajectoire largement oubliée, celle d'Einar Jan As. As appartient à cette première génération de joueurs norvégiens qui osent quitter leur pays pour tenter une carrière de professionnel à l'étranger. Une démarche encore marginale à l'époque. En 1979, il devient le premier joueur norvégien à signer au Bayern Munich. Le club bavarois, en quête de profil scandinave pour renforcer sa défense, lui offre une opportunité historique. La marche est toutefois trop haute. La concurrence est féroce, d'exigence immédiate. As remporte malgré tout le titre de champion d'Allemagne lors de la saison 1979-80, mais peine à s'imposer durablement. En milieu de saison suivante, il quitte Munich pour tenter sa chance en Angleterre, direction Nottingham et son City Ground, alors référence en Europe. Mais l'aventure tourne court. Gravement blessé sous le maillot rouge, As ne parvient pas à s'imposer et finit par rentrer au pays. Avec un titre majeur dans les bagages d'un des plus grands championnats d'Europe, il s'agit du premier Norvégien à avoir joué dans le championnat allemand et du premier Norvégien à avoir évolué dans le championnat anglais. Quelques années plus tard, c'est encore un défenseur central norvégien qui franchit le pas. Erland Johnson rejoint à son tour le Bayern Munich. Un transfert qui n'a rien d'anodin. Johnson ne se contente pas d'ouvrir une porte, il crédibilise durablement le profil norvégien à l'étranger. Avec le club bavarois, il remporte la Bundesliga, devenant le deuxième Norvégien champion d'Allemagne. Un succès qui confirme que les joueurs venus du Nord ne sont pas simplement des paris, mais des éléments capables de s'imposer dans des environnements d'exigence maximale. Johnson ajoute une FA Cup en 1997 à son palmarès, une trajectoire discrète mais structurante, qui installe définitivement la Norvège sur la carte du football européen. Johnson, comme As avant lui, n'a pas seulement ouvert la voie, il l'a consolidée. Le véritable basculement arrive en 1995. Cette année-là, un club inattendu s'invite au sommet du football anglais, Blackburn Rovers. Porté par des investissements massifs, un projet est clair et assumé. Alan Shearer arrive accompagné de Chris Sutton. Le duo devient l'un des plus redoutables du championnat. La saison 94-95 est symbolique à plus d'un titre. La sélection norvégienne féminine est championne du monde. Alors que le football féminin n'existe dans le pays que depuis 1984, les femmes ont ouvert une voie aux hommes désormais d'inscrire leur nom. 95 marque la seule édition d'une première ligue à 22 équipes, conclue par une lutte féroce face au Manchester United de Sir Alex Ferguson. À l'issue de la 38e journée, Blackburn devance Manchester United d'un seul point. Dans les rangs des Rovers, un Norvégien joue un rôle central. Henning Berg, défenseur solide et indéboulonnable, absent seulement 2 matchs cette saison-là. Au coup de sifflet final, Blackburn est champion d'Angleterre, pour la 3e fois de son histoire, 81 ans après son dernier sacre. Pour le football norvégien, c'est le début d'un basculement définitif sur la scène européenne. En 1999, la Norvège a grandi. Elle a participé à la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, terminant 4e d'un groupe extrêmement relevé, où toutes les équipes finissent avec 4 points. Mais 1999 est surtout une année charnière. Manchester United affronte le Bayern Munich, en finale de la Ligue des Champions. 3 Norvégiens sont présents ce soir-là. L'un d'eux va marquer l'histoire. Mené 1-0 depuis la 6e minute, United voit Andy Cole céder sa place à Ole Gunnar Solskjær. Le Norvégien, surnommé Babyface Killer, détient déjà un record unique. Entré à la 71e minute de jeu contre Nottingham Forest, il avait inscrit un quadruplé, une performance jamais égalée par un remplaçant. En finale, Sir Alex Ferguson le sait, Solskjær peut faire basculer le match. À la 91e, il égalise. Moins de 2 minutes plus tard, il inscrit le but du sacre. Avec ce titre, Solskjær, Henning Berg et Ronny Johnson deviennent les seconds Norvégiens de l'histoire à remporter la Ligue des Champions. Ils sont dits seconds car en 1997, Dortmund a soulevé la seule Ligue des Champions de son histoire, avec un Norvégien largement oublié, Steinar Pedersen. Zabal, quien despeja ahora. Pedersen, Thor, Herlis, da por buena cuando en línea la posición. Yo creo que estaban fuera de juego. Herlis y gol del Borussia. 6 matchs avec le BVB, dont 2 en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid et au Steaua Bucarest, 99 minutes jouées.
une médaille éternelle. De 97 à 99, une autre année compte évidemment. 1998, la Coupe du Monde en France. La Norvège surprend dans un groupe A qui rappelle étrangement celui du Mondial 2026. Tout se joue lors du dernier match. Le Maroc bat l'Écosse. Tout le monde s'attend à une défaite norvégienne face au Brésil, d'autant plus après l'ouverture du score de Bebeto. Mais les Scandinaves égalisent par Thor André Flo. 10 minutes plus tard, Flo obtient un penalty jugé litigieux. Le Maroc s'indigne, Ekdal transforme. La Norvège bat un Brésil déjà qualifié, une première historique. En huitième de finale à Marseille, la Norvège s'incline sur la plus petite des marges face à l'Italie. Sur une passe sublime de Roberto Baggio pour Christian Vieri, Bobo fait parler sa puissance. Peut-être que l'histoire aurait pu basculer si Moriero avait été expulsé pour un pied haut sur stand. Contraint de sortir à la 37e minute. La Norvège s'incline 1-0 en huitième de finale. Puis surfe sur ce mondial 98 et se qualifie sans trembler pour l'Euro 2000. L'élan est réel, l'ambition est assumée. Dès le premier match de groupe, les Scandinaves créent la surprise face à l'Espagne, un succès qui confirme que cette génération a changé de statut. Mais l'élan se brise rapidement. Face à la Yougoslavie, la Norvège cale. La défaite remet tout le groupe en jeu. Le scénario devient alors cruel. La Yougoslavie affronte le favori, l'Espagne. La Roja s'impose difficilement, 4-3. Pendant ce temps, la Norvège ne parvient pas à se détacher de la Slovénie. Match nul sans but, une qualification qui s'échappe, sans le savoir, le début d'une longue dégringolade. Le paradoxe est frappant, la Norvège regorge pourtant de joueurs évoluant aux quatre coins de l'Europe. C'est l'avènement de figures emblématiques, à commencer par John Arne Riise, révélé à l'AS Monaco, champion avec le club du Rocher, puis vainqueur de la Ligue des Champions en 2005 avec Liverpool. John Carew, révélé à Valence en Espagne, auteur d'une épopée européenne mémorable conclue par un titre de champion d'Espagne en 2002, puis figure marquante à l'Olympique Lyonnais, est un profil qui avait le talent pour faire la différence en sélection. Après la chute face au rival danois en juin 2003, la Norvège entre dans une zone grise. Les résultats ne suivent plus. Le vestiaire se fissure. Battu ensuite par la Bosnie-Herzégovine, les Norvégiens abordent les barrages avec une tension latente. Cette tension éclate au grand jour lors d'un épisode resté célèbre, la violente altercation entre Riise et Carew dans le bus. Deux cadres, symbole d'un groupe qui ne se comprend plus. La fracture est profonde. Sportivement, elle se paie cash. Élimination lors des barrages aller-retour face à l'Espagne. La campagne s'arrête là, sans éclat, sans cohésion. Il y a des nations qui perdent parce qu'elles sont faibles, et il y a celles qui perdent parce qu'elles sont fragiles. La Norvège, dans ces années-là, appartient à la seconde catégorie. Assez solide pour se mettre en position, trop instable pour conclure. La Norvège tente de se ressaisir, nouveau détour, nouveau barrage, cette fois pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Le décor est cruel, une pelouse bricolée au sable, indigne de l'enjeu. En face, la République tchèque de Pavel Nedved, Thomas Rosicky, Vladimir Smisser, plus de talent, plus de vécu. La Norvège lutte, mais part avec un handicap structurel. Certains ont déjà quitté la scène internationale. Dans ce type de rendez-vous, tout se joue sur des détails. Un appui mal assuré, un duel perdu, une glissade. La Tchéquie comprend vite que jouer au sol est illusoire. Karel Poborski centre. Smisser attaque la zone, le défenseur norvégien glisse. « 1-0. Comme à l'aller, la République tchèque se contente de ce court avantage. La Norvège est éliminée. Elle doit regarder vers les qualifications de l'Euro 2008. Et à force de rater, la Norvège installe une culture du presque. Le plus navrant, c'est cette capacité permanente à se projeter trop vite. Un dessin prêt à imprimer. La une du journal presque bouclée, avant que le terrain ne rende son verdict.
Le 28 mars 2007, Turquie-Norvège se joue sur terrain neutre, à la Commerzbank Arena. Alors que la Norvège mène 2-0 et repasse devant les Turcs au classement, 2 erreurs du gardien profitent aux Turcs. Encore une fois, la Norvège se saborde. En 2010, le scénario se répète encore. La Norvège termine deuxième de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, derrière le futur finaliste de cette édition. Toujours proche, jamais qualifié. Cette sélection semble condamnée à rôder autour de la porte sans jamais la franchir, à se mettre en position, puis à manquer le dernier pas. Sur le plan continental, le constat est tout aussi sévère. Les clubs norvégiens ne proposent aucun véritable contrepoids. Rosenborg, SK Brann et les autres existent en Europe, parfois brièvement, rarement durablement. Les talents norvégiens, eux, sont disséminés aux 4 coins du continent. Mais une fois réunis en sélection, ils n'arrivent pas à jouer ensemble, ni à renverser leur destin, comme si l'addition des individualités ne produisait jamais une équipe. Et dans cette période entre 2000 et 2010, un nom norvégien va pourtant marquer l'histoire du football européen. Pas pour les bonnes raisons. Tom Henning Øvrebø entre tristement dans la mémoire collective lors du Chelsea-Barcelone de 2009, devenu un symbole mondial de controverses arbitrales. Un épisode qui, bien malgré lui, renvoie une image cruelle d'un football norvégien plus souvent associé au chaos qu'à la performance. Pendant ce temps, en profondeur, le pays évolue, lentement mais sûrement. Les équipes de jeunes progressent, les infrastructures aussi. La Norvège investit massivement dans des terrains synthétiques de dernière génération, adaptés à des contraintes climatiques. Aujourd'hui, elle dispose de certains des meilleurs terrains certifiés FIFA Quality Pro. Une certification qui n'a rien d'un argument marketing. Elle repose sur une double validation en laboratoire puis sur le terrain, garantissant sécurité, performance et durabilité. Sans cela, un synthétique reste un simple tapis. En 2015, pourtant, le bilan demeure sévère. La meilleure performance européenne d'un club norvégien reste ce quart de finale de 1997 de Rosenborg face à la Juventus, futur finaliste de la compétition. Rosenborg, hégémonique de 1991 à 2004, a longtemps aspiré les meilleurs talents du pays grâce à ses campagnes européennes. Mais 18 ans plus tard, l'écosystème a changé. Les autres clubs se sont professionnalisés, l'écart s'est resserré. Entre 2015 et 2019, Rosenborg tente une dernière course folle vers le titre national, avant de céder face à Molde. Le déclin se lie aussi dans ses choix de recrutement. En janvier 2015, Martin Ødegaard s'envole vers le Real Madrid et la Castilla. Rosenborg assiste au mouvement impuissant face à un tel poids lourd. Erling Haaland passe un essai. Le club ne croit pas en son profil et son père l'emmène à Molde. Ce n'est pas un accident. En 1999 déjà, Rosenborg avait refusé Nemanja Vidic. L'ancien entraîneur adjoint, Ola Riis, s'en souvient encore. On était premier de notre groupe en Ligue des Champions. On n'avait pas besoin d'un défenseur central à ce moment-là. Quand il a signé à Manchester United, j'ai ri jaune. Ces choix-là racontent aussi une histoire, celle d'un club et plus largement d'un football norvégien longtemps persuadé que ce qu'il avait suffisait. Et qui pendant ce temps voyait le monde avancer plus vite que lui. En 2018, Ada Hegerberg devient la première femme à remporter le Ballon d'Or féminin. Peut-être, sans le savoir, cette distinction a permis au football norvégien de se regarder autrement. Et depuis, son football n'a fait que progresser. Aujourd'hui, Bodø Glimt n'a rien inventé. Le club a repris un modèle qui a déjà fonctionné en Norvège, celui de Rosenborg durant ses années de domination. La différence tient moins à l'idée qu'au contexte. Bodø Glimt évolue dans un environnement radicalement différent. Infrastructures modernes, droit télé supérieur, exposition accrue grâce aux réseaux sociaux, et surtout, un pays dont le regard sur le football a profondément changé. Les enjeux économiques ne sont plus les mêmes. Au moment où cette vidéo s'écrit, Bodø Glimt affrontera l'Inter Milan pour une place en 8e de finale de Ligue des Champions. Et pour les barragistes, on parle d'une prime à la qualification en fonction de leur classement entre 14 et 19 millions d'euros. Notez que l'Inter Milan et Bodo se sont déjà affrontés en 1978-79, lors des pires périodes de l'histoire du football norvégien en Europe, et les Italiens l'avaient remporté 5-0 à l'aller et 2-1 au retour. Depuis le début des années 2020, le club a gravi les marches une à une. En 5 ans, Bodø Glimt a tout connu. Demi-finale de Ligue Europa en 2025, des parcours européens qui ne révèlent plus du simple accident. Lorsque le club s'invite en Ligue des Champions, beaucoup imaginaient un retour à la réalité brutale.
il n'en sera rien. La formation norvégienne s'impose contre Manchester City, au point que le club anglais rembourse ses supporters ayant fait le déplacement. Elle bat l'Atlético de Madrid en Espagne et ramène un match nul de Dortmund. On ne parle plus d'exploit, on parle désormais de performance. Malgré une défaite 5-0 contre le Sporting Portugal lors du match retour, Bodo Glimt était proche d'une sensation. Il ne faudra pas oublier que ce club se forge une expérience et installe une réputation, celle qui permet au football norvégien de croire que tout est possible. Mais cette réussite doit être mise en perspective. En 2024, le budget de Bodo Glimt hors trading de joueurs s'élevait à environ 29 millions d'euros. À la même période, l'Olympique de Marseille affichait des revenus proches de 182 millions d'euros. L'écart reste abyssal et pourtant Bodo Glimt existe, parce que le club a optimisé chaque levier. Cela passe notamment par un scouting extrêmement structuré, appuyé par l'utilisation de l'IA. Le club collabore avec Focus, une entreprise spécialisée dans les analyses statistiques, y compris dans le sport et le football. L'objectif n'est pas de remplacer l'humain, mais de l'aiguiser. Et lorsque certains saturent du mot IA, Bodo Glimt rappelle une évidence. Une donnée ne remplacera jamais l'œil. Une fois un profil repéré, le scouting fait ce que la technologie ne peut pas faire. Observer le comportement sans ballon, l'attitude à la perte, la capacité de presser, le leadership. Tout ce qui ne se mesure pas mais décide d'une carrière. Après plus de 25 ans d'attente, la Norvège se qualifie enfin pour la Coupe du Monde. Et cette fois, ce n'est pas une qualification isolée, mais l'aboutissement d'un travail de fond. Une génération portée par deux figures majeures débarque aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Depuis le 8e de finale perdu contre l'Italie en 1998, la Norvège n'avait pour repère en phase finale que le premier tour de l'Euro 2000. Mais cette équipe ne ressemble plus à celle du passé. Martin Odegaard et Erling Haaland sont les visages les plus connus. Mais le 11 potentiel norvégien est dense, structuré, compétitif. Leur parcours en qualification, 8 victoires en 8 matchs, est un témoignage chiffré. Et même si cette qualification intervient dans le passage de la Coupe du Monde de 32 à 48 équipes, cette génération-là n'a pas démérité. À la tête de cette sélection, un entraîneur expérimenté. Ståle Solbakken n'est pas un novice. En 756 matchs comme manager, il affiche 56% de victoires pour seulement 20% de défaites. Même s'il a longtemps dirigé un Copenhague ultra dominant dans son championnat, son parcours, son exigence et sa lecture du jeu donnent un cadre à cette formation. Une chose est désormais évidente, à l'horizon de la Coupe du Monde 2026, la France, le Sénégal et le monde se doivent d'être prévenus. Le football norvégien ne cesse de progresser, et si la formation continue de produire des joueurs de la qualité de cet effectif, la Norvège ne viendra plus seulement pour apprendre, elle viendra pour déranger, pour s'inviter et pour jouer les troubles faites dans les compétitions à venir.